Bon, Guillaume, de nouveau, bienvenue à toi. C'est un honneur de t'accueillir. C'est un vrai plaisir aussi pour notre semaine de webconférence internationale. Tu as immédiatement accepté notre invitation et au nom de Dominique Naert, le directeur du master spécialisé immobilier bâtiment durable de l'École des Ponts et de toute l'équipe organisatrice, je tiens à te remercier chaleureusement de ta participation. Alors, si tu le veux bien, je vais te présenter et évoquer en quelques mots le thème, toi, ton parcours et le thème de ta présentation avant de te laisser la parole. Alors, Guillaume, tu es le directeur de la division construction de Reed Exhibitions, de Reed Exposition France et directeur de Batimat et du Mondial du bâtiment. Alors, Batimat, je crois que tout le monde connaît. Tu as, au cours de ton parcours, acquis une solide connaissance du secteur du bâtiment, en ayant occupé pendant 15 ans des postes clés dans des fonctions de direction marketing et de direction générale dans le groupe Saint-Gobain, où nous nous sommes connus il y a quelques années et nous avons pu travailler ensemble sur différents sujets. Donc, au passage, tu as été à la direction marketing de l'APER, directeur marketing de Placoplâtre, directeur général de l'activité plafond aéroacoustique et puis de l'activité plafond européenne, où je crois que tu étais numéro 3 européen. Tu es aujourd'hui, je crois que depuis 2014, à la tête du plus grand salon mondial du bâtiment et de la construction, qui s'appelle Batimat et le Mondial du bâtiment, qui rassemble plus de 300 000 visiteurs et 2500 acteurs de l'industrie et des nouvelles technologies du secteur. Alors, bonne nouvelle, et je tiens au nom de tous à t'en féliciter, la prochaine édition du salon que tu réinventes, ce salon Batimat, revient à Paris, porte de Versailles. Bravo pour cet exploit, je crois que c'est en octobre 2022. Donc, nous avons tous hâte de le découvrir, de le visiter, de te rendre visite. Tu as donc acquis avec tout ce parcours une vision transversale et internationale des grands enjeux de transformation sectorielle de l'immobilier et du bâtiment. Et aujourd'hui, tu vas nous présenter ton regard et le fruit d'un travail fouillé, prospectif et synthétique en même temps, réalisé par toi et tes équipes sur les bâtiments résidentiels zéro carbone en 2050, utopie ou réalité. Alors, tu vas nous parler de l'intensité des changements à opérer, les défis, le panorama des solutions disponibles, les opportunités qui se présentent pour les acteurs de l'immobilier et du bâtiment. Je suis convaincu que cette présentation fera référence. Et sans plus attendre, je te laisse la parole. À toi, Guillaume. Merci infiniment, Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais commencer par quelque chose d'extrêmement simple, c'est vous remercier. Je suis très, très honoré d'avoir été invité à participer à cette semaine de conférence autour d'intervenants de grande qualité. Et du coup, devant ce panel d'intervenants de grande qualité et puis cette grande école qui est l'école des ponts ParisTech, voilà, je me suis fixé un défi personnel en disant qu'est-ce que je pourrais raconter d'intéressant, qui soit un petit peu exclusif, original et surtout utile. Alors j'ai essayé de réfléchir, je me suis gratté la tête et en fait je suis revenu à quelque chose d'extrêmement simple en me disant finalement moi de quoi j'aurais besoin, qu'est-ce qui m'intéresserait à titre personnel. Alors effectivement Frédéric vous a expliqué mon rôle. Être à la tête du plus grand salon du bâtiment et de la construction au monde, c'est 3 secondes de grande fierté et de plaisir, mais un sacré défi pour organiser un événement de cette taille. Il n'empêche que, comme certains d'entre vous, j'ai beaucoup de chance puisque ce type de mission, en fait, me donne une position, je ne vais pas dire unique, mais pas si courante que ça, d'être un peu un poste d'observation à 360 degrés de tout ce qui se passe sur le secteur. Voilà. Et donc, la question que je me suis posée, parce que comme vous, je lis beaucoup de choses, je m'intéresse à énormément de choses, je vois beaucoup de gens sur nos salons qui sont sur toutes ces tendances et ces évolutions. Mais pour être très honnête, et même moi, sachant que ça fait partie de mon quotidien et de mon métier, c'est pas très simple de voir la synthèse de tout ça par rapport aux enjeux climatiques et à la contribution du secteur du bâtiment sur les enjeux climatiques de la France. Et c'est pas évident d'avoir une vision synthétique, non partisane, de vers où il faut y aller et comment y aller. Voilà. Donc moi, j'avais besoin de me poser et de me faire cette synthèse à titre personnel. Et je me suis dit que j'étais probablement pas le seul. Donc c'est pour ça que j'ai lancé cette étude en interne avec mes équipes. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est un tour d'horizon, un voyage sans carbone puisqu'il sera digital ou avec très peu de carbone,
autour de ces grandes tendances technologiques qui ne sont pas franco-françaises pour la plupart. Donc, c'est des tendances qu'on observe partout dans le monde à des degrés de maturité divers. Le propos que je vais vous présenter n'est absolument pas, évidemment, une opinion personnelle, ni une prise d'opinion professionnelle sur ce qu'il faut faire. Et mon rôle n'est pas de donner des leçons aux acteurs, mais plutôt de les éclairer et de les aider à décrypter le futur du secteur. Donc, c'est un regard évidemment optimiste. Je n'ai pas pu faire autrement. J'ai essayé d'être un peu optimiste, candide sur ce grand défi sociétal qui est un vrai challenge, qui est le défi climatique et la réduction des émissions de carbone pour le secteur du bâtiment et de la construction. Je vous confirme quelque chose que je pense que vous savez tous déjà, mais il n'y a pas une seule solution. Voilà. Et une seule solution ne peut prétendre, en l'état actuel des choses et de la connaissance, répondre à la taille du défi qui est en face de nous. Donc, ce que je vous propose, c'est un tour d'horizon avec 15 tendances clés. Bien sûr, il y en a forcément d'autres, mais en tout cas, c'est 15 tendances majeures qui ne sont pas de la science-fiction, qui sont des choses concrètes, réelles, qui existent déjà certaines à grande échelle, qui doivent inspirer tous les développeurs et innovateurs que vous êtes. C'est parti pour ce tour d'horizon. Alors, où on en est? On va commencer par le point de référence. Le périmètre de mon propos ne concerne que le résidentiel. Pour des raisons de temps et de simplicité, et c'était déjà assez complexe, j'ai cantonné cette étude sur le secteur du résidentiel, mais l'approche pourrait être étendue au secteur du non-résidentiel et des bâtiments tertiaires, bien sûr. Donc, on ne parle que du secteur résidentiel. Aujourd'hui, les logements neufs construits, donc des unités en nombre de logements par an, le secteur du résidentiel neuf, c'est pour construire un logement, 82 tonnes pour le construire et environ 1,1 tonne de CO2 pour habiter ce logement, y vivre et en assurer toute la maintenance et l'utilisation. Voilà, le segment du résidentiel neuf, donc c'est, retenez bien ce chiffre, 33 millions de tonnes de CO2 par an sur tous les bâtiments neufs. J'insiste que ces données sont sur la base de la taille du marché du logement d'aujourd'hui, le nombre d'habitants et la taille de la population. Comme vous, je ne suis pas capable, sauf à y passer énormément de temps et consulter des grands experts, de prédire la taille du marché des logements en 2050 et le nombre d'habitants et d'occupants des logements. Voilà. Donc, c'est une photo à l'instant T sur les éléments les plus fiables et les plus concrets dont on dispose, à savoir la taille du marché d'aujourd'hui et donc les émissions d'aujourd'hui avec ce périmètre. Les bâtiments existants, donc ceux qui ont été construits les 50 ou 70 dernières années. Donc là, en nombre de logements par an, les logements existants, retenez, c'est 74 millions de tonnes de CO2, donc sur tout le parc existant. Voilà, donc vous faites la somme des deux, on va se permettre un arrondi, c'est 100 millions de tonnes. Le secteur résidentiel en France, c'est 100 millions de tonnes de CO2 émises pour construire ou habiter et occuper ces logements. Voilà. Donc la taille de l'enjeu, c'est 100 millions de tonnes. C'est assez simple à retenir comme chiffre. Où on veut aller et quelles sont les trajectoires qui sont fixées. Donc, on va se mettre à 2050. Les bâtiments neufs en 2050 ne doivent pas consommer d'énergie et doivent produire toute l'énergie qui est consommée par le bâtiment et ses occupants. Les émissions doivent être réduites de moins 87%, autrement dit, on doit se rapprocher de zéro. Voilà. Donc, c'est clair qu'il va falloir décarboner l'ensemble des processus de construction, et ça comprend tous les sujets, et évidemment les modes de production d'énergie et les sources d'énergie elles-mêmes. Et il n'en reste pas moins qu'il y aura toujours des émissions résiduelles pour habiter ces logements neufs, donc il faudra les compenser. Sur les logements existants, là on est sur les mêmes enjeux. Donc ça revient à dire que l'ensemble des logements construits depuis 50 ans jusqu'à aujourd'hui, puisqu'à partir de l'année prochaine, ce sont des logements neufs sur lesquels on peut imaginer qu'ils seront construits aux standards de demain, c'est-à-dire à des standards plus proches d'une trajectoire zéro carbone. Donc, les logements existants, on devra réduire de 70% les émissions de ce parc, et donc pour atteindre des niveaux de classe énergétique inférieurs c'est assez certain, et proches de basse consommation. Donc voilà, vous avez le point A, vous avez le point B qui est en 2050. Maintenant, comment on y va? Alors, big chance, vous remplacez le G par le C, comme vous voulez. Moi, je pense qu'il vaut mieux miser sur le changement que sur la chance, vu la nature des défis qui sont en face de nous. Donc, c'est clair que ça ne sert à rien de se raconter des histoires.
Pour atteindre un tel défi et une telle quantité de changements dans un temps assez court, parce qu'il ne faudra pas démarrer en 2049 pour arriver au point en 2050, ça ne sera pas suffisant. Il faut démarrer dès aujourd'hui. C'est des changements profonds pour l'ensemble des professionnels du secteur, quelle que soit leur position dans la chaîne de valeur. Il va falloir changer les process, changer les méthodes, consommer moins et trouver des moyens de capter et stocker le carbone. Donc, tour d'horizon de ces 15 tendances clés. Il n'y a pas de hiérarchie entre ces tendances, il n'y a pas de classement, elles sont dans un ordre qui est presque aléatoire. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la vision d'ensemble plus que chaque tendance elle-même est comparée à une autre. Changer les process. Donc, premier sujet, la construction hors site, ça va être la première tendance clé que je vais aborder. Le deuxième, la massification de la rénovation énergétique. La diffusion et l'adoption à grande échelle des nouvelles technologies qui sont à base de digital. Et enfin, l'architecture bioclimatique dans la conception. Alors, première tendance clé, le off-site building, la construction hors site, dont on parle beaucoup en France depuis 12 à 18 mois. À l'international, les pays anglo-saxons sont un peu plus avancés que nous, ils ont quelques années d'avance. Il y a beaucoup d'espoir dans ce nouveau process en fait, d'organisation de la construction et d'un chantier. Pourquoi? D'abord, l'ADN et le plus grand intérêt de la construction hors site, c'est des gains de productivité pour les acteurs qui construisent. Voilà. Et il est clair que le renforcement de la contrainte réglementaire, le renforcement des exigences des habitants, et tout ça, ce sont des bonnes choses essentielles, si on ne fait rien, ne fera que renchérir les coûts de la construction. Et je suis assez certain, et je pense que certains d'entre vous le savent parce que vous l'êtes, que la nature des marges actuelles des opérateurs ne permet pas d'absorber 20 ou 30% de surcoût. Et l'habitant lui-même, qui a une capacité d'endettement qui est finie, ne peut pas non plus prendre 20 ou 30% d'augmentation du prix d'un logement. Donc, il n'y a pas d'autre choix, comme l'a fait l'industrie aéronautique, l'industrie automobile. Il va falloir travailler sur une approche très inspirée des démarches Lean qu'on trouve dans l'industrie classiquement et transposer cette démarche-là sur le secteur du bâtiment pour aller chercher des gains de productivité. Cette démarche-là a un bénéfice secondaire qui est très intéressant par rapport aux émissions de carbone. C'est que les expériences qui ont été faites permettent de réduire les émissions de carbone quand on travaille en hors site. Vous voyez la photo à l'écran, on voit un module, c'est probablement un logement, qui est fabriqué dans une usine. Vous imaginez assez bien que l'ensemble des composants pour faire ce module de construction qui comprend de la visserie, plein de petits bouts de bois, etc., plein de composants, la fabrication de cet élément, quand c'est dans une usine avec des opérateurs autour et des postes d'atelier aménagés, émet beaucoup moins de carbone en termes de logistique que quand c'est 54 petites camionnettes qui chacune amènent chaque composant sur un chantier. C'est du bon sens et c'est relativement simple à comprendre. Donc ça, c'est un bénéfice induit de la construction hors site. Aujourd'hui, ce nouveau marché de la construction hors site en France représente moins de 1% des méthodes constructives. Différentes études qui ont été faites récemment sur le sujet convergent vers une estimation entre 20 et 30% du marché du neuf qui pourrait être en hors site d'ici une dizaine d'années environ. Ça ne sera jamais 100% du marché du neuf pour plein de raisons. Voilà. Donc, le passage de 1% à 20% de part de marché du hors-site sur le résidentiel neuf, c'est une réduction des émissions de 2 millions de tonnes. 2 millions sur les 100 dont je vous ai parlé au début. Deuxième tendance, la massification de la rénovation énergétique. On en parle depuis très longtemps parce que c'est effectivement une très grande priorité. En termes d'ordre de grandeur, aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, les logements rénovés à des niveaux basse consommation ou très basse consommation, c'est moins de 20 000 par an. Donc, on a encore un petit peu de chemin avant d'atteindre les 350 000 des 2 prochaines années selon les objectifs annoncés et encore plus les 500 000 à 2050. Pourquoi c'est important? Puisque, comme je vous l'ai dit en introduction, le marché des bâtiments existants, c'est 74 millions de tonnes d'émissions de CO2. Voilà. Et quand on fait une rénovation globale, et il y a beaucoup de débats actuellement là-dessus, qui sont très utiles, une rénovation globale permet une réduction des consommations finales entre 25 et 60%. Donc, c'est très significatif. La stratégie nationale bas carbone a fixé un objectif de 500 000 rénovations par an.
Donc, oui, une rénovation globale, c'est essentiel, c'est utile, et c'est performant, et c'est bon pour la planète. La question n'est pas est-ce qu'il faut le faire, la question c'est comment on passe d'une telle quantité de rénovations par an, donc comment on accélère le nombre de rénovations par an. L'impact d'une telle accélération, si l'ensemble des logements gagne 3 points de classe énergétique, puisque vous savez que le nouveau système de DPE maintenant ne prend plus uniquement les consommations, mais aussi l'impact carbone lié au logement, c'est 2,7 millions de tonnes de CO2 par an. Ce qui vous permet de relativiser l'impact d'une tendance par rapport à l'autre, en tout cas de les positionner. Autre sujet qui n'est pas un nouveau sujet, l'emploi des nouvelles technologies dans la façon de concevoir, construire et de maintenir les bâtiments. Donc, je fais référence au BIM et toutes ces déclinaisons. Alors ça, ce n'est pas un sujet nouveau, ça fait 10 ans qu'on en parle et 10 ans que cette technologie se diffuse chez les concepteurs de bâtiments. Aujourd'hui, on estime dans le résidentiel neuf, et ça s'applique plutôt au collectif qu'à l'individuel, que l'usage du BIM représente à peu près la moitié des constructions. Le BIM permet bien évidemment de réduire les coûts sur les temps de conception, donc les coûts de conception en quelque sorte, et toute l'ingénierie. C'est aussi un moyen extrêmement fiable et très scientifique et sans erreur d'évaluer l'empreinte carbone de la construction et l'empreinte carbone future du logement par rapport à sa maintenance. L'ensemble des composants d'un bâtiment par les FDES, les fiches de données environnementales et sanitaires des industriels, décrivent parfaitement les émissions de carbone de chaque composant et donc des systèmes, et tout ça étant introduit dans un système collaboratif avec le BIM permet d'avoir une connaissance très précise et très fine de ça. Donc le BIM, c'est aussi bon pour la productivité des acteurs, c'est bon pour la qualité des constructions, je le dis très simplement, et c'est bon pour la planète aussi. Donc oui, pour encourager bien évidemment la diffusion de ces nouvelles technologies dans la conception des bâtiments. L'impact, si on généralisait l'emploi du BIM, est plus faible, on parle de 0,2 millions de tonnes de CO2 par an. L'architecture bioclimatique, tendance numéro 4. Donc là, ça consiste, on passe sur quelque chose de moins numérique, ça consiste en fait à bien prendre en compte tout ce qui est gratuit qui vient de la nature, l'ensemble des apports naturels quand on construit un logement, donc c'est une approche très locale, et de concevoir l'implantation du bâtiment sur un terrain par rapport à son exposition et l'ensemble de l'environnement local pour minimiser les besoins en consommation de chauffage, de rafraîchissement et d'éclairage. C'est ce qu'on appelle le bioclimatique, qui est en vigueur, là, ce n'est pas un nouveau sujet pour demain, ça date de la RT 2012, c'est déjà appliqué depuis la RT 2012. Donc, très concrètement, pour être simple, les grandes surfaces vitrées, il vaut mieux les mettre au sud qu'au nord. Je pense que les Romains savent ça depuis longtemps et l'ensemble des professionnels du bâtiment le savent, mais c'est quelque chose de très significatif. Minimiser les surfaces vitrées sur les expositions nord, évidemment, chasser les ponts thermiques, augmenter l'isolation des parois, bref, il y a plein de choses connues. Mais en tout cas, l'architecture bioclimatique dont on parle peu, à mon goût, mériterait d'être développée et diffusée sur l'ensemble des projets à venir, parce que les gains sont significatifs. Je fais référence à un projet de l'ADEME, où on passe sur un logement moyen, un logement standard, de 3 tonnes de CO2 par an à moins de 0,5. Voilà. Donc une réduction de 85%, uniquement en se posant la question de comment est l'exposition de mon logement, quelles sont les conditions climatiques du lieu où je le construis et comment j'optimise tout ça. Deuxième grand chapitre, changer les méthodes. Donc, il va falloir de toute façon réduire l'empreinte carbone des process de fabrication du béton, qui est le matériau de construction qui est le plus employé et ça restera un matériau de construction important, mais aussi sur les autres matériaux et enfin promouvoir les énergies renouvelables. Alors, le béton, ça n'a pas de sens de dire qu'il n'y aura plus un seul mètre carré de béton dans les mètres carrés de construction, que ce soit des logements ou du tertiaire, dans 10 ans. Ça n'arrivera jamais, pour plein de raisons. La bonne question, c'est comment on aide, on incite et on accompagne cette industrie, qui est une industrie importante,
dans la décarbonation de ces process. Voilà. Aujourd'hui, la technologie béton, en termes de part de marché des modes constructifs, c'est pas 100%, c'est 96,6%, donc c'est significatif. Le process de fabrication du clinker, donc qui rentre dans la fabrication du ciment, il émet quasiment 11 millions de tonnes de CO2. Et donc, tout le sujet, c'est comment le carbonate de calcium, dans sa décarbonation, en fait, on réduit les émissions de CO2 de par la combustion. L'industrie du béton, c'est 13% des émissions de toute l'industrie française, donc toute industrie confondue. Et c'est évidemment 58% des émissions de toute l'industrie de la construction. Donc, c'est très significatif et incontournable de travailler sur ce sujet pour les acteurs de la construction, mais en termes de défis climatiques français et sur l'ensemble de l'industrie française, c'est aussi très significatif. L'industrie du béton s'est fixé des objectifs très importants et qui sont, à mon sens, à la hauteur de l'enjeu, à savoir une réduction de 24% à 2030, un premier point de passage, et de 80% à 2050. Voilà. Pour qu'une tonne de ciment émette 131 kg de CO2 par tonne en 2050. Aujourd'hui, on est à 630. Voilà, donc il faut diviser quasiment par 6. Il y a des enjeux énormes pour y arriver, hein, des enjeux de recherche, de technologie et surtout d'investissement. Il n'empêche que c'est absolument indispensable d'accompagner et d'encourager ces acteurs, plutôt que de les montrer du doigt, à aller sur cette voie-là. Puisqu'il y a 8 millions de tonnes à la clé par an si on atteint ces objectifs. Les autres matériaux de construction, donc, qui en termes de part de marché des modes constructifs sont moins importants, mais néanmoins, il y a beaucoup de choses à faire. Le verre, c'est 2,7 millions de tonnes de CO2 par an, la chaux, quasiment 2 millions de tonnes, et les tuiles et briques, 0,65. En fait, 40% de l'énergie de ces matériaux dans leur process de fabrication, en fait, vient des process de combustion et de cuisson. Voilà. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, sans faire un cours de chimie, mais ce sont des composants naturels sur lesquels il faut modifier la formule chimique pour fabriquer un autre composant. Et donc, la formule chimique, on la modifie très souvent en chauffant, pour le dire très simplement. Voilà. Donc, les processus de combustion et de cuisson consomment énormément d'énergie, et c'est ça la cause. Je vous donne un exemple sur les tuiles et briques. Si on encourageait le recours à la biomasse et aux énergies renouvelables et puis des systèmes de récupération de chaleur fatale, on serait sur 0,24 millions de tonnes de CO2 par an. C'est très utile, très intéressant et il faut le faire. Mais vous avez retenu que la slide d'avant, le béton, on est sur 8 millions de tonnes. Les énergies renouvelables. Donc ça aussi, c'est un sujet incontournable. Elle représente aujourd'hui un peu plus de 22% des consommations en résidentiel. Et c'est 11%, enfin quasiment 12%, de l'énergie primaire en France en 2019, avec le bois énergie qui représente 67%, et vous avez les parts de marché pour les autres. En fait, il y a beaucoup de débats sur les énergies renouvelables parce qu'il y a des conséquences sur comment on les stocke, comment on équilibre les réseaux. Enfin, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Tout n'est pas complètement mature pour passer à 100% d'énergie renouvelable sur le parc français demain matin, c'est certain. Néanmoins, c'est extrêmement vertueux. Quand on remplace une tonne équivalent pétrole d'énergie carbonée par une tonne équivalent pétrole d'énergie décarbonée issue de solaire thermique, de photovoltaïque ou autre chose, l'impact est très significatif et donc on arrive à quasiment 1 million de tonnes d'émissions de CO2 évitées à chaque fois par million de tonnes équivalent pétrole. Voilà. Si on passait à 33% d'énergie renouvelable prochainement, sachant qu'on est à 22% aujourd'hui, l'impact, il est de moins 7,3 millions de tonnes d'émissions de CO2 par an. Donc là aussi, c'est très significatif. Consommer moins, mais surtout consommer mieux. Voilà. Donc, je vais vous parler du smart building qui concerne plutôt les grands ensembles, le smart home, donc les bâtiments individuels, et puis les réseaux intelligents qu'on appelle le plus couramment les smart grids.
Alors, le smart building ou, selon l'ancien terme, gestion technique des bâtiments, GTB. Donc là aussi, c'est une très grande opportunité. Il faut généraliser l'emploi de ces technologies dans la conception des grands ensembles collectifs, évidemment tertiaires, à venir. Je crois que ça vient d'être intégré d'ailleurs hier dans des projets sur la RE 2020. Parce que c'est une façon en fait de réduire les consommations par des bâtiments complètement équipés de capteurs et qui permettent de piloter beaucoup de choses. Donc, un bâtiment équipé de l'ensemble de ces technologies, on attend une réduction des consommations de 20%. Voilà, donc, c'est intéressant. Et donc, la généralisation de ces technologies, là encore une fois, le smart building, ça s'applique plutôt aux collectifs, aux grands ensembles, plutôt qu'aux maisons individuelles, hein. En tout cas, permet des réductions d'émissions de CO2 intéressantes. On est sur 2,3 millions de tonnes par an. Le smart home, donc votre appartement, votre maison, la mienne, eh bien, on pourrait faire beaucoup de choses. On aborde souvent le sujet des objets connectés, les thermostats connectés, et tous ces appareils en fait, qui permettent de commander la lumière, le chauffage dans les logements individuels, souvent comme des gadgets. C'est bien plus que des gadgets. Les grands géants de la technologie de ce monde se sont emparés du sujet et veulent démocratiser le smart home pour tous. Parce qu'en fait, c'est une bonne façon, simple, et souvent avec des montants d'investissement qui sont plus faibles qu'une rénovation globale, hein. Dans beaucoup de cas, une rénovation globale, si vous faites l'ensemble des lots de travaux, c'est un montant d'investissement entre 50 et 80 000 euros, donc ce n'est pas à la portée de tout le monde, même en ayant beaucoup d'aide. Équiper un logement d'un thermostat connecté, de robinets pour les radiateurs, des bonnes ampoules, enfin bref, de choses simples qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin dès aujourd'hui, permet de réduire les consommations de façon importante et donc de 13% les émissions de CO2. Alors, je mets un bémol là-dessus, c'est qu'il y a des études qui montrent que le comportement moyen des ménages et des particuliers qui occupent ces logements, quand les logements en fait, sont équipés de ces produits-là, les gens ont l'impression de faire plein d'économies et sont souvent beaucoup moins disciplinés, si je puis le dire ainsi, sur la température du chauffage qu'on met, les fenêtres qui restent ouvertes, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle les effets de rebond qui, parfois, annulent les économies qui ont été faites par ailleurs avec ces outils de pilotage et de réduction des consommations. Néanmoins, la généralisation et la démocratisation dans les logements, donc là, c'est les logements existants et aussi les logements neufs, aurait un impact très significatif, 9,6 millions de tonnes de CO2 par an. Donc, c'est très significatif. Les réseaux intelligents. Donc là, on parle surtout d'autoconsommation et de partage de l'énergie. Donc, depuis 2007, en France, il y a une loi qui a été votée pour encourager l'autoconsommation. Le parc photovoltaïque en autoconsommation est en croissance très forte, plus 326%, mais c'est 326% sur un nombre très faible, 46 000 unités, 46 000 logements en 2019. Ce marché va accélérer dans les 24 prochains mois, on va changer d'échelle, poussé par un autre marché qu'on a sous nos yeux, et peut-être certains d'entre vous, vous êtes déjà utilisateurs, c'est celui de la mobilité électrique, donc des voitures hybrides ou tout électriques. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul constructeur dans le monde, du bas de gamme au très haut de gamme, qui ne propose pas une propulsion hybride ou électrique. C'est en passe de se généraliser. Et on a des croissances de 180%. Le décollage très fort, qui est quasi vertical, de ce marché des mobilités électriques, en fait, va de fait imposer de disposer partout dans les villes et dans les logements, dans les parkings, de bornes de recharge. Et donc, ça ouvre un nouveau marché pour le développement du photovoltaïque et de l'autoconsommation, où vous allez avoir en fait cette voiture individuelle que vous garez à votre domicile le soir ou dans un parking collectif, qui est en quelque sorte une batterie sur roue. Voilà. Donc, un élément qui permet de stocker de l'énergie et qui permet de rendre les besoins et les consommations beaucoup plus flexibles entre ce que produit un logement, ce qui est consommé par les gens qui l'occupent,
cette batterie qui peut la stocker et ensuite le déplacement au bureau et vice-versa. Donc, ça change complètement les choses et ça va, je pense, généraliser, enfin, encourager le développement plutôt de l'autoconsommation d'une manière générale et de ces réseaux intelligents. Là, l'impact, il est pas nul, mais il est plus faible que ce qu'on a vu précédemment. On parle de 0,13 millions de tonnes de CO2 par an. Capter et stocker le carbone. Alors, c'est à peu près évident qu'il faudra aussi construire en bois. On peut dire tout ce qu'on veut, avoir plein de débats et plein de façons de voir les choses sur la façon de comptabiliser dans les ACV l'ensemble des émissions de carbone. Il n'en reste pas moins que ça fait très longtemps qu'on sait que le processus de la photosynthèse est une bonne façon de stocker et de capter le carbone. Donc ça, c'est quelque chose de connu depuis tout le monde. Même nos enfants l'apprennent dans les livres. Donc la génération, encourager le développement du bois dans la construction n'est pas une option, c'est quelque chose d'indispensable. Pas au détriment des autres matériaux, comme je vous l'ai dit précédemment, mais ça doit être fait néanmoins. Aujourd'hui, la part de marché du mode constructif bois en France est à peu près 6% des logements neufs, donc c'est assez faible. On estime qu'un logement neuf fabriqué en bois capte entre 71 et 80 kg de CO2 par mètre carré de construction. Et là aussi, on ne passera pas au tout bois, ça n'est pas possible et ça n'a probablement pas de sens. Mais si on passait à 30% de part de marché du bois sur le logement neuf, alors que nous sommes à 6 aujourd'hui, l'impact il est de 1,3 million de tonnes de CO2 par an. Voilà. Donc, c'est le différentiel par rapport aux matériaux issus de process très carbonés aujourd'hui, puisque le bois fait plus de carbone. Les matériaux biosourcés, donc le chanvre, la ouate de cellulose, etc. Aujourd'hui, donc là on parle des isolants, l'emploi de ces matériaux et la paille, l'emploi de ces isolants, de ces matériaux pardon, dans l'isolation. Aujourd'hui, les isolants biosourcés ont une part de marché proche de 10%, entre 8 et 10, et sont en forte accélération de l'ordre de 15%. Je ne vais pas vous détailler, vous les avez à l'écran, ça présente peu d'intérêt, les émissions de carbone des isolants plus traditionnels, en quelque sorte, les laines minérales, le polystyrène expansé ou extrudé. Donc, l'intérêt des isolants biosourcés, c'est que ce mètre carré d'isolation, on remplace un mètre carré d'isolant carboné, en tout cas plus carboné, par un mètre carré d'isolant biosourcé non carboné, voire qui est puits de carbone, puisqu'on parle d'isolant naturel. Voilà. Donc, si on mettait dans les mètres carrés de plancher des constructions 200 kg d'isolant biosourcé, dans chaque nouvelle construction, c'est 8,2 millions de tonnes de CO2 par an. Voilà. Donc là aussi, les isolants biosourcés, ça fait très longtemps qu'on n'est plus dans, c'est parfois une image qu'on entend dans la maison des trois petits cochons en paille, c'est plus le sujet. Ça, c'est une image ancienne qui a un peu vécu. Aujourd'hui, c'est des produits qui sont de plus en plus fiables, qui rentrent progressivement dans le champ de l'assurabilité des systèmes constructifs français, qui sont utilisés sur des bâtiments qui ne sont pas que des fermes pour bobos, mais des bâtiments collectifs. Voilà, donc c'est des produits qui rentrent dans une phase ou une ère d'industrialisation et qui sont intéressants de développer. Tendance numéro 13, la biomasse. On en parle beaucoup moins que d'autres sujets. C'est bien dommage, parce que c'est une alternative disponible, crédible et industrielle. Donc, ça représente 50% des énergies renouvelables consommées aujourd'hui, 4,7 millions de tonnes équivalent pétrole. Et en fait, c'est un mode de production d'énergie qui est beaucoup regardé et utilisé par justement l'industrie elle-même, que ce soit la construction, donc l'industrie des produits de construction ou les autres industries, parce que ça permet en fait de remplacer des modes de combustion, de cuisson à base d'énergie carbonée par des énergies décarbonées.
Là aussi, si on remplace les fours à gaz par des fours biomasse et qu'on généralise l'emploi de ces techniques, l'impact est considérable, c'est 5,7 millions de tonnes de CO2 par an. Tendance numéro 14, elle est beaucoup plus simple, on la connaît tous, vous l'avez dans votre jardin ou en face de chez vous, c'est planter des arbres. Alors ça peut faire écolo-bobo d'aborder ce sujet, mais ce n'est pas du tout le cas. Depuis 2015, donc, il y a eu beaucoup de choses en faveur de la réimplantation, je parle surtout des grandes villes, d'arbres. Il y a des études qui montrent que quand on implante, enfin, sur 2017-2019, pardon, il y a eu en moyenne 2 arbres pour 100 habitants en plus dans les 50 plus grandes villes. Et le plan biodiversité de la ville de Paris, qui est très à la pointe, au moins dans les messages en tout cas, sur ce sujet, prévoit d'implanter 7 hectares et 22% des toitures. Quand on végétalise une grande ville sur les toitures, donc à hauteur de 6%, c'est une réduction de la température ambiante extérieure de 1 à 2 degrés. Voilà. Et donc, les canicules que l'on a maintenant quasiment tous les ans, depuis plusieurs années, etc., qui sont très difficiles à vivre pour nous tous, c'est un bon moyen de rafraîchir la ville, déjà, pour créer des îlots de fraîcheur. C'est bon pour la qualité de l'air, bien sûr, et c'est bon pour faire plus de carbone aussi. Alors, il y a plein de contraintes pour développer ça à grande échelle, y compris la disponibilité des surfaces pour planter ces arbres. Il n'en reste pas moins que si on plantait un arbre de plus pour 100 habitants en France sur les 50 plus grandes villes dans les prochaines années, c'est 18 millions de tonnes de CO2 stockées par an. Donc, c'est aussi considérable. Dernière tendance, c'est comment ce ne sont pas des climatiseurs, ce que vous voyez à l'écran, pas du tout, ça y ressemble, mais ce sont en fait des grosses unités industrielles. Il y a autant d'installations en dessous du sol que ce que vous voyez à l'extérieur, qui permettent en fait de capter le CO2 dans l'air, de le stocker, le transformer. Il y a une société qui est assez à la pointe internationale qui s'appelle Climeworks, qui communique sur le sujet. Aujourd'hui, ils captent 9000 tonnes de CO2 par an. Donc, c'est encore en phase expérimentale. En tout cas, ça mériterait d'être accéléré largement. Ce sujet-là mérite d'être considéré néanmoins par rapport aux autres. En revanche, ça n'a pas de sens d'attendre d'installer ce type d'installation partout dans nos beaux paysages français pour commencer à faire quelque chose sur les autres sujets. Il est bien évident que cette solution-là, si tant est qu'elle se développe, parce qu'elle est très coûteuse, et elle a plein d'autres conséquences, ne résoudra pas à elle seule notre problème. Voilà sur ces 15 tendances clés. Alors, j'ai essayé de les positionner sur une cartographie en quelque sorte. N'en voulez pas, c'est une représentation assez schématique, à défaut d'être le fruit d'un calcul ultra précis. Mais vous avez en abscisse l'estimation des réductions des émissions de CO2 par an. Donc, ce sont les chiffres que vous avez vus dans tous les slides précédents en bas de page, à chaque fois. Et en ordonnée, le niveau de difficulté, voilà, avec une appréciation assez qualitative. Bon, je pense que vous le saviez peut-être déjà, mais si ce n'est pas le cas, je pense vous avoir convaincu que vous voyez bien que l'ensemble de ces tendances clés et de ces images qu'on voit à l'écran, de par la réalité de son impact, si cette technologie se généralisait et progressait fortement en termes de part de marché, aucune ne détient la solution à la hauteur des 100 millions de tonnes dont on a parlé au tout début. Et même si on faisait l'exercice d'additionner la contribution nette des 15 technologies, des 15 tendances que je vous ai montrées, même si ça n'a pas de sens scientifiquement de les additionner entre elles, mais par la pensée, faisons l'exercice, vous verrez bien qu'on n'arrive pas à 100 millions de tonnes. Donc, de toute façon, il va falloir considérer tout le monde, accélérer sur tous les sujets, faire preuve d'objectivité et pas de déni et penser que la science-fiction dans 30 ans va venir à notre secours. Ça n'arrivera probablement pas.
Et donc, il faut considérer tous les sujets et tout faire, tant sur les acteurs publics que privés, pour accroître la diffusion de ces technologies sur les marchés. Voilà, donc, par rapport à la question posée au tout début sur la première page, utopie ou réalité, je n'aime pas se répondre comme ça, mais on ne peut pas dire autre chose que ni l'un ni l'autre. Personne ne peut affirmer que ça va être atteint aujourd'hui. C'est dans le registre des souhaits et des désirs, et tant mieux. Et personne ne peut prétendre que c'est une utopie et qu'on n'y arrivera jamais. Voilà, tout est encore possible. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, il n'y a aucune raison de ralentir. Il n'y a que des raisons d'accélérer. Il faut être relativement raisonnable et modeste sur ce sujet. Vous voyez bien que pas une seule technologie à elle seule, ou un seul type d'industrie, ou un matériau, ou un type d'énergie, ne peut prétendre répondre à la taille de l'enjeu sur le résidentiel. Voilà. Donc, soyons raisonnables, faisons preuve d'ouverture dans tous les débats. Ce n'est pas toujours ce à quoi on assiste ces derniers temps, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt derrière, et c'est bien compréhensible, c'est bien légitime. Mais en tout cas, il n'y a pas d'intérêt à opposer toutes ces technologies, on aura besoin de tout le monde. Le sujet du carbone, le carbone n'a pas de nation. C'est probablement un des rares sujets où on n'aura pas de nationalisme, donc tant mieux. N'a pas de frontières, c'est un grand réservoir dans l'air, donc c'est un sujet très international. Dit autrement, pour vous, développeurs, innovateurs, patrons de business, ce qu'on a devant nous, c'est un grand marché international pour l'innovation. Voilà. Et ma conviction personnelle sur ces sujets, c'est que je pense que le défi, il est autant humain que technologique. Je vous remercie de votre attention.